Youssou N'Dour à Bruxelles. Youssou N'Dour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou N'Dour au Palais d'Ou. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite Baccalauréat 2018, démarrage des délibérations sur toute l'étendue du territoire. Des résultats pas très fameux pour le moment. Nos reporters ont capté ces moments intenses d'émotion et de pression. Nous nous rendrons à Saint-Louis et Sédhiou au cours de cette édition. Les Mbourois refusent la déclassification de la lagune de Mbaling. Pour se faire entendre, tout un plan d'action prévu. D'abord un sit-in devant le ministère de l'Environnement et s'il le faut même la saisine de la Cour suprême pour l'annulation de ce décret. Vous entendrez le collectif pour la défense des intérêts de Mbour dans ce journal. L'APR renoue avec la violence. Ce week-end, Yakham Mbaye, le responsable APR de Dakar Plateau, a échappé à une agression mortelle. Une situation qu'il condamne, même son de cloche du côté de son camarade de parti Abdou Mbow, qui affirme qu'il est temps de procéder à des sanctions. L'affaire Benalla secoue la France après audition du ministre de l'Intérieur. Ce sera au tour du secrétaire général de l'Élysée de rendre des comptes. L'affaire Benalla, un prétexte pour notre rédaction de poser le débat autour d'abus souvent commis sur les citoyens mais toujours classés sans suite. Seydi Gassama et Boubacar Sadio en parlent, à suivre avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h, un journal que nous ouvrons tout de suite avec le bac à Saint-Louis et quasiment dans toutes les régions du Sénégal. Les résultats sont mauvais pour ne pas dire catastrophiques. Nos reporters ont fait le tour d'une dizaine de centres et bien sur près de 3321 candidats. Seuls 418 passent au premier tour contre 729 au second tour, ce qui veut dire que plus de 2000 candidats sont ajournés. Les détails, c'est avec Ousseynou Diop et Abib Sek. Dans les 11 centres d'examen de la ville de Saint-Louis, les résultats du baccalauréat sont catastrophiques. Lycée Charles de Gaulle, numéro 67 468. Au lycée Charles de Gaulle, dans le jury 887 sur les 329 inscrits, 59 passent au premier tour et 70 vont au second tour. Les résultats, il faut peut-être replacer les résultats dans leur contexte parce que quand on prend donc le nombre de candidats admis et le nombre de candidats admissibles, si vraiment tout le monde passait, donc on tournerait autour de 30 quelques pourcents. Même constat au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis. Ici, les présidents des jurys 882 et 883 donnent les premiers résultats. Pour la série L2, j'avais 69 candidats. Et sur les 69 candidats, j'ai eu 5 admis d'office et 12 admissibles. Bon, sur un effectif de 335 candidats, on a eu 81 taux d'admissibilité, dont 14 en admis d'office et 67 en admissible. Le taux de réussite est donc très faible dans la vieille ville, mais certains candidats ont déjà le sésame en poche, un soulagement pour eux. Quand même, c'est un moment de bonheur parce que le fait d'obtenir le baccalauréat, c'est un peu bien. Sur 3321 candidats avec près de 100 absents notés dans les 11 centres, 418 candidats passent au premier tour et 729 au second. Le taux de réussite au premier tour dans ces centres de la commune de Saint-Louis est estimé à 12,5% contre 21% pour les admissibles. En attendant les résultats définitifs, les plus chanceux jubilent, d'autres par contre sont obligés de revenir l'année prochaine. Et nous quittons Saint-Louis pour Sédhiou. Sur place, les résultats sont également tombés au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Sur un total de 601 candidats, 72 ont été reçus d'office, 138 retenus pour le second tour. Des résultats acceptables pour certaines séries et catastrophiques, bien entendu, dans d'autres Bakary Conté. Sur
Sur un total de 313 candidats qui ont composé au jury 962, série L', 14 admis d'office et 54 pour le second tour. Série L2, 9 sont passés au premier tour et 27 pour le second tour. Jury 963, série L', 4 d'office et 8 au second tour. L2, 29 d'office et 28 au second tour. Dans l'ensemble, ils ne sont pas mauvais. Ça dépend des séries et des jurys. La L'1 a été bien au 662, par contre un peu déprécié au 663. La L2 a été bien au 663 et au 662 vraiment ce n'était pas fameux. Et la série S vraiment c'est acceptable dans l'ensemble. Les perturbations, ce n'est pas souhaitable et ça quand même ça détériore toujours les résultats. Ça se ressent sur les résultats, c'est évident. Mais on ne peut pas lier ces résultats, n'est-ce pas, uniquement à ces perturbations. Il y a beaucoup d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, sous-tendent ces résultats. Aloyse Biram Faye a eu la mention bien, série L2. J'ai travaillé dur du matin au soir pour avoir cette mention. J'ai remercié vraiment aussi mon père, lui qui m'a encadré ici durant toute l'année, vrai qu'il n'est pas là, il est président du jury. Et aussi tous mes amis, tous mes professeurs qui étaient là, qui m'ont encadré aussi. Bon, ce que je voudrais dire à la population, c'est de redoubler d'efforts. Je sais que la population de Sédhiou peut avoir de bons résultats. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir la mention bien parce que je suis le meilleur. Non, je ne dis pas ça pour décourager les élèves. Mais je dirais aux élèves de mieux travailler parce que je sais que Sédhiou a de bonnes écoles, ils ont de bons professeurs. Au centre du lycée Ibou Diallo de Sédhiou, sur un total de 601 candidats, 72 d'office, 138 admis au second tour. Et voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le baccalauréat ce soir. Et bien évidemment, nous souhaitons plein succès à ceux qui ont réussi ce soir et beaucoup de courage pour ceux qui vont devoir passer l'examen au second tour. Allez, retour à présent sur cet accident spectaculaire qui était survenu jeudi dernier à hauteur de la SDE de Yoff. Au départ, 7 personnes ont été annoncées pour mortes, mais en réalité, seule une personne a trouvé la mort et 4 blessés, ce qui bien entendu n'enlève en rien la gravité de la situation, mais repose avec surtout la sempiternelle question autour de l'indiscipline de certains chauffeurs sénégalais. Maïmouna Ndiaye est retournée sur les lieux de drame et pour poser la question justement aux citoyens rencontrés. Reportage. C'est sur cet axe qu'un conducteur d'un véhicule particulier a dérapé, fonçant sur des usagers. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi. Le bilan, 1 mort et 4 blessés au lieu de 7 morts. Information confirmée par la direction communication de la gendarmerie nationale. Cet acte pose encore le débat sur la responsabilité des chauffeurs. Cet axe est très souvent bloqué par les chauffeurs de taxi clando. Ils se garent très mal et c'est à l'origine de nombreux accidents. La non-maîtrise du code de la route, un des facteurs. Il y a aussi le fait que beaucoup de conducteurs ignorent le code de la route. Ils appliquent leurs propres règles. Des chauffeurs de transport en commun qui fixent leurs propres lois. Les taxis clando, là où on les stoppe, ils arrêtent. Ils se garent n'importe comment, n'importe où. Les trottoirs, ils sont là, ils sont très mal garés, ça cause beaucoup d'embouteillages. C'est de l'indiscipline à l'état pur. Quand il y a les gendarmes qui sont par là, ils sont corrects et respectent les arrêts. La faute, ces conducteurs l'imputent aux usagers. Les usagers, parfois, ils ne savent même pas où se mettre pour arrêter un véhicule. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est de leur faute. Contrôle accru, durcissement des sanctions, vivement souhaité. Cette indiscipline, elle est flagrante et elle perdure quand même. Il faut faire comme les anglophones. Dans les pays anglophones, il y a certains pays anglophones, les policiers, ils te prennent, ils te font descendre du véhicule, ils te tabassent, ils te laissent partir. La prochaine fois, tu ne le fais pas. Joint au téléphone, les services communication de la gendarmerie nationale ajoutent que le conducteur en question est déféré. L'enquête suit son cours. Les usagers de cet axe espèrent que cette mesure sera un début de solution.
Allez, nous quittons Dakar à présent pour sa banlieue. Niakourab, plus précisément sur place, manque d'infrastructures de base dans leur localité. Les populations ruent dans les brancards. En assemblée générale de lancement de leur mouvement, And Ligue Niakourab, eh bien, elles réclament le soutien de l'État pour dépasser ces difficultés. Ousseynou Thiam. Situé dans la commune de Djakhaï, Niakourab manque de tout selon les populations qui étaient en assemblée générale. À l'école élémentaire de Niakourab aujourd'hui, l'école qui existe, donc les élèves font deux groupes. Certains viennent le matin, d'autres le soir. Et ça pose problème. On n'aura pas une éducation de qualité. Donc ça pose vraiment problème. À part ce problème-là aussi, il y a le CM qui tarde à être livré. À chaque fois, on parle de fondation. Donc nous voulons voir un CM Niakourab pour pouvoir projeter à dire que demain nous pourrons avoir un lycée à Niakourab. Pourquoi pas? Donc ça, c'est un problème. Donc l'autre problème, c'est encore la santé publique. Donc on a le centre de santé de Niakourab qui ne fonctionne pas bien. Dépité par ces nombreux manquements, les populations veulent un soutien de l'État. Pour les femmes de cette commune-là. Donc nous pensons que le président de la République doit un peu revoir la situation de la commune de Djakhaï-Niakourab et en plus revaloriser la situation des femmes, pour que l'on puisse avoir une meilleure société. C'est par rapport à ces nombreuses difficultés que les populations décident de se retrouver autour d'un mouvement dénommé And Ligue Niakourab pour prendre leur destin en main. Et je vous l'annonçais en titre, les Mourois étaient dans la rue ce dimanche. Pour eux, pas question de déclassifier la lagune de Mbaling. Et pour se faire entendre, ils comptent organiser un sit-in. Si jamais cela ne suffit pas, eh bien, ils n'excluent pas de saisir la Cour suprême. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye pour les détails. Ils étaient nombreux dans les rues de Mbour ce dimanche pour dénoncer l'exploitation de la lagune de Mbaling. Ces habitants de Mbour demandent le retrait du décret présidentiel signé en 2013. Il y a une pétition qui est actuellement qui circule dans tous les coins et recoins de la ville de Mbour pour qu'ensemble nous puissions demander solennellement au président de la République et donc de retirer donc le décret. Nous excluons également de faire le déplacement s'il le faut à Dakar pour faire un sitting auprès du ministère de l'Environnement. Nous n'excluons pas également de saisir la Cour suprême dans la chambre administrative de la Cour suprême pour accéder au pouvoir. Le mouvement Y en a marre a aussi participé à la marche. Il veut une ouverture d'enquête dans cette affaire de Mbaling. Il faut exiger à ce qu'une enquête soit diligentée pour identifier les responsables qui ont autorisé ce massacre de notre environnement. Des autorités locales ont aussi fait le déplacement pour faire le constat. Elles pensent qu'il y a des projets plus appropriés que des habitations sur ce site. Nous disons au son excellence, le président Macky Sall, de réhabiliter ce site-là, de le reclasser et puis d'en faire encore, je veux dire, une zone non édificante, comme on dit. En tout cas, les Mbourois sont prêts à lutter contre ce projet, même s'il faut souligner qu'actuellement, les chantiers sont au point mort. Et pas loin de Mbour, à Tivaouane, au marché central, les ordures vous accueillent à bras ouverts. Une odeur nauséabonde empêche de respirer. Bref, un décor hideux qui a fini par indisposer les commerçants, qui les a même poussés à tenir un sit-in pour dénoncer cette situation. Selon ces derniers, la mairie qui empoche leurs taxes a bien l'obligation d'assurer la salubrité au niveau du marché. Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Décor pas du tout beau à voir, des ordures pullulent un peu partout, une odeur nauséabonde se dégage. Marché central de Tivaouane, les commerçants sont dans l'impossibilité d'exercer convenablement leur métier à cause des tas d'ordures. Monsieur le maire, nous n'avons rien contre lui, mais nous n'avons que notre travail et le marché de Tivaouane. Tivaouane, tout le monde connaît que c'est une ville sainte, mais Tivaouane, ici à Tivaouane, rien ne marche. Nous avons des doléances. Ce que nous voulons le lotissement du marché, le nettoyage des ordures, l'éclairage du marché, la construction de toilettes. Le manque d'éclairage qui sévit au niveau du marché central de Tivaouane depuis des mois n'est pas sans conséquence sur la sécurité des populations. Ce que nous voulons, la présence des ASP, parce qu'il n'y a pas de sécurité ici. Selon les commerçants du marché central de Tivaouane, si les autorités ne prennent pas les devants, le marché risque de fermer ses portes. Ils interpellent ainsi le chef de l'État sur la situation. Le président Macky Sall, nous avons besoin de lui, qu'il reçoive la délégation du marché de Tivaouane. Parce que nous sommes avec lui. Mais
rien n'a été fait ici au marché. Ces commerçants très en colère promettent de sortir prochainement dans la rue si rien n'est fait pour eux. Avec l'hivernage, les autorités doivent s'évertuer à prendre en charge les aspirations des populations. Allez, parlons politique à présent. Avec l'APR en proie à des querelles intestines, Yakham Mbaye, directeur général du quotidien Le Soleil, en a fait les frais ce week-end. Le responsable APR de Dakar Plateau s'est en effet attiré les foudres d'un de ses camarades de parti. Une situation qu'il déplore, idem du côté de Abdoumbo, vice-président de l'Assemblée nationale, qui regrette ces scènes de violence. Il ne s'en arrête pas là. Il dit qu'il est tout simplement temps de siffler la fin de la récréation et surtout de prévoir des sanctions. Je vous propose de les écouter tous deux dans ce reportage. Il est signé Cher Diop. Il dit avoir frôlé la mort ce week-end. Yakham Mbaye est menacé au couteau par un de ses frères de parti membre de la COJER. Le responsable de l'APR à Dakar Plateau donne sa version des faits. On tenait une assemblée générale d'information et de mobilisation. C'est à ce moment que j'ai entendu des cris de panique. J'ai vu environ une dizaine de personnes armées de coupe-coupe. Et distinctement le nommé Fallou John qui s'est rué sur moi. Bon, avant d'être stoppé à quelques mètres, il avait dans sa main un énorme couteau. Avant Dakar Plateau, les militants de l'APR de Mbao avaient donné le ton la semaine dernière. Une bagarre entre proches du maire et ceux du directeur général de la RTP, occasionnant le saccage de la permanence du parti présidentiel. Les responsables condamnent. Les violences, que ce soit verbales ou physiques, ne sont pas propres à un parti politique, fut-il l'Alliance pour la République. C'est malheureux. En tout cas, nous, au niveau de l'Alliance pour la République, nous condamnons fermement tout acte de violence. Le directeur général du Soleil propose l'exclusion des auteurs de violences physiques comme verbales du parti. Abdoumbo, pour sa part, appelle à l'adoption d'un code de discipline dans le parti. Je pense qu'on prendra les mesures pour que telle chose ne s'est pas produite. Parce que comme il est important de le préciser, ce qui s'est passé hier, je ne m'y attendais pas. L'attaque d'où elle est venue, je ne m'y attendais pas. C'est la dernière des choses à laquelle j'aurais pu croire. Dans le parti, dans la coalition, sur le plan de la justice, vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui est en train d'être fait dans ce sens. Fallou John, l'agresseur présumé de Yakham Mbaye, est présentement en garde à vue au commissariat central qui a déjà entendu le directeur général du quotidien Le Soleil ce lundi. Parlons à présent de la loi sur le parrainage, un sujet qui fait débat au sein de la classe politique malgré le vote de cette loi. Et bien, au moment où l'opposition continue de faire part de son scepticisme et de ses inquiétudes au sujet de ce système, le pouvoir, lui, veille à la bonne application de cette loi. C'est ainsi qu'en tournée à Linguère, le ministre de l'Intérieur a invité les futurs parrains-parraines à la vigilance pour éviter justement toute forme de confusion sur la signature des listes électorales à Linguindia, que nous écoutons au micro de Modumbaï. Les vérifications ne sont pas du ressort du ministère de l'Intérieur. Les dossiers seront déposés au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va vérifier, il n'y a pas que les signatures. D'abord, si quelqu'un est sur la liste, est-ce que sa carte d'électeur, le numéro, est-ce qu'il est correct? Est-ce que les autres informations sont correctes? Et enfin, est-ce que la signature est correcte? La signature, on la compare tout simplement à une signature qui a été déposée quelque part. Et aujourd'hui, on sait que des signatures ont été déposées quand chacun d'entre nous cherchait sa carte d'identité. C'est la signature qui est sur la carte d'identité, c'est pourquoi je vais inviter tous les futurs parrains de tous les candidats pour éviter des problèmes à leurs candidats de signer de la même manière qu'ils ont signé sur la carte d'identité. Si sur la carte d'identité on a mis ne s'est pas signé, mais ils n'ont qu'à reporter ne s'est pas signé. Si on a mis plus, ils n'ont qu'à mettre plus. S'ils ont pu signer, ils n'ont qu'à signer de la même façon. C'est peut-être beaucoup plus simple. Mais je pense que, encore une fois, je le dis, le parrainage citoyen est dans la Constitution et depuis très longtemps. Dans la Constitution, les candidats indépendants à l'élection présidentielle déposaient 10 000 parrains. Ces parrains signés, tout simplement. Et pourtant, on n'a jamais entendu ce problème. Autre tournée sur cette même question du parrainage, c'est celle du professeur Issa Sall, secrétaire général du PUR, le Parti pour l'Unité et le Rassemblement. Il se dit sceptique et craint que la vérification des signatures ne pose problème. En tournée dans le nord du pays, il s'est par ailleurs prononcé sur la pénurie d'eau qui sévit actuellement dans la capitale, Dakar. Je vous propose de l'écouter au micro de Zeynou Diop et Alus.
Pour me baigner, j'étais obligé d'aller acheter de l'eau. J'habite aux Almadies, ça fait 2 ou 3 semaines, nous n'avons pas une goutte d'eau. Je sais que ce n'est pas uniquement là où nous habitons qui est concerné, c'est tout Dakar qui est concerné. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce problème est récurrent. Et on nous fait comprendre que ce ne sera qu'au mois de septembre qu'une ébauche de solution pourrait être trouvée. Cela est inadmissible. Ce n'est pas uniquement Dakar, c'est pratiquement tout le Sénégal. Mais il ne s'agit pas de vérifier le parrainage simplement, il s'agit de vérifier les signatures. Et ils ne pourront pas vérifier les signatures. Ils nous parlent d'un discriminant, quelque chose de secret, de caché. Il n'y a absolument rien de secret, de caché au niveau des pièces d'identité. Au niveau de la pièce de la CEDEAO, vous avez le nom, prénom, date et lieu de naissance. Mais vous avez aussi d'autres informations. Vous avez la taille, vous avez certainement le nom du père de la mère, mais ça c'est dans une puce que personne n'ose demander. Mais vous avez d'autres codes secrets, certainement c'est ce qu'ils appellent discriminants. Alors maintenant que les ministres disent, écoutez, vous ne pouvez pas commencer, il n'y a pas de top. Duralex, c'est de l'ex. Nous sommes foncièrement contre la loi, nous combattons la loi et nous continuons d'ailleurs à combattre la loi. Mais comme on sait que c'est une loi, mais nous sommes en train de prendre nos dispositions. Nous parlons politique toujours cette fois-ci pour revenir sur l'annonce de la candidature à la présidentielle d'Adibou Soumaré, une candidature analysée par le consultant international en communication et marketing politique Momar Thiam. Selon l'expert, l'homme est un expert dans son domaine qui a accumulé des années d'expérience. Il estime donc que sa candidature est légitime et qu'elle va donner plus de sens à la campagne à venir. Je vous propose d'écouter Momar Thiam au micro de Al-Hassan Ba. C'est une candidature qui est indiquée et qui est même à la limite qui est souhaitée, puisque je le range dans le cadre des candidatures qui sont issues de ce que j'appelle la société experte, qui est différente de la société politique. Puisque Hadjibou Soumaré ne fait pas partie d'une chapelle politique, il connaît l'environnement du pouvoir, il connaît les acteurs nationaux et internationaux, pour ne pas dire de la sous-région ouest-africaine, puisqu'il a été président de la commission de l'UEMOA. Et que donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une candidature qui est surprise. Pour moi, c'est une candidature à la limite qui est légitime. Parce que dans un pays, quand on a été à la station primatoriale, pour reprendre l'expression de Idrissa Seck, forcément, on aspire à aller un peu plus loin parce qu'on pense qu'on n'avait pas la latitude nécessaire et les coups de France pour faire tout ce que l'on voulait, et qu'aujourd'hui, en portant cette candidature, il peut se dire, j'ai les coups de France, j'ai quand même un programme à proposer aux Sénégalais, et ce programme, si toutefois on me fait confiance, je vais mettre ce programme en marche, je vais le rendre fonctionnel. Mais ce ne sera pas facile, parce qu'un pouvoir en place a quand même une coalition. Et il ne faut pas s'étonner, parce qu'une élection présidentielle, il y a toujours des surprises. La surprise pour moi, ce n'est pas au niveau des candidats qui arriveront premier, deuxième ou troisième. La surprise, pour moi, ce sera au niveau des coalitions. Il ne faut pas s'étonner aussi que les différentes coalitions soient éclatées à un moment donné. L'actualité de ce 20h, c'est également la lutte contre le terrorisme au Sénégal. Existe depuis 2016 un nouveau code pénal et des juridictions, mais la spécialisation des magistrats, une meilleure maîtrise dans la diligence de leurs dossiers reste un défi. Et selon le magistrat Moustapha Diouf, cela peut aider dans justement le traitement de ces questions complexes et techniques. Reportage Mambiram Diouf et Diafaraba. Pour de simples intentions et non d'actes commis, il a été jugé et libéré après près de 3 ans de détention. Imam Aliou Ndao n'est pas le seul puisque d'autres prévenus ont été également libérés. Y a-t-il eu d'erreurs judiciaires ou un manque de rigueur dans l'instruction? Le magistrat Moustapha Diouf estime tout simplement que des cas similaires de libération de détenus, il en existe. Ça ne résulte pas forcément de la formation d'un magistrat. C'est tout un ensemble d'institutions, de normes qui aboutit à cela. Parce que les magistrats, ils partent d'abord de ce qui se passe sur le terrain où il n'était pas présent et qu'on lui amène sous forme de travail achevé, d'enquête. Je pense que parler de formation déjà insinué une certaine volonté de remettre en cause l'expertise de ces magistrats, terrain sur lequel nous ne saurons nous promener. Je crois que la justice a eu à faire ce qui relevait de son
de sa compétence et je pense que laissons maintenant les doctrinaires réfléchir et se prononcer. L'ancien juge pénal au tribunal de grande instance de Dakar dit que nous avons des juridictions spéciales, donc il estime que c'est une bonne option que des magistrats soient spécialisés dans des domaines tels le terrorisme ou la cybercriminalité pour des décisions plus éclairées. Nous avons certainement des juridictions spécialisées, on parle du tribunal du travail, on parle du tribunal de commerce, mais les magistrats peuvent être affectés au parquet comme au siège, et au niveau du siège ils peuvent faire du social, du correctionnel, etc. La formation des acteurs, des magistrats et auxiliaires de police judiciaire sur le terrorisme devra permettre d'avoir des actions appropriées et efficaces. Retour de l'imam Ndao à Kaolack, il a été accueilli triomphalement dans sa ville ce matin. Dès l'entrée justement de la ville, à Ngane Alsan chez lui, une foule immense a suivi son cortège. L'hôte du jour du Saloum a remercié tous ceux qui l'ont soutenu de près ou de loin. L'imam Ndao, ses propos sont recueillis par nos correspondants à Kaolack. Avant tout d'abord, je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi tout le monde au Sénégal et ailleurs. L'affaire Imam Ndao intéressait tout le monde. Quand la nouvelle est tombée, vous étiez nombreux à être surpris et même peinés. Aujourd'hui, la vérité a triomphé par le biais d'un juge, avec la perspicacité de nos avocats aussi, par la grâce de Dieu. Et nous parlons tout à fait autre chose à présent. Insuffisance de budget, de fonctionnement, manque de personnel qualifié. La direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale évalue sa politique. La DESP a présenté ce matin le rapport d'audit des offres d'apprentissage et de formation de ces centres d'accueil et de prise en charge. À ce propos, je vous propose d'écouter la directrice de la DESP, Ndeye Abibatou Youm Sibi. Elle est avec Mambiram Diouf. Nous avons visité un atelier au niveau de Pikine, du centre de sauvegarde de Pikine. Le moniteur qui est là-bas, il a un ordinateur. Et des enfants nous ont fait même une démonstration pour diagnostiquer un véhicule. Eh bien ça c'est un besoin. Un autre besoin également, c'est par rapport aux ressources humaines. La qualité du personnel qui dispense la formation au niveau de ces centres-là. Le personnel qu'il y avait il y a 37 ans, je suis sûr qu'une bonne partie est partie à la retraite. Si nous voulons qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte pour le développement de ce pays-là, il faudrait que les ressources humaines qui existent au niveau des centres de formation professionnelle, qu'on retrouve ces mêmes ressources humaines-là au niveau des centres de la DSPS. Nous en avons parlé en titre. L'affaire Benalla secoue actuellement la France. Des incidents qui ont conduit l'Hexagone dans une crise politique et même la paralysie du Parlement. Prétexte pour notre rédaction de poser le débat parce qu'ici au Sénégal, eh bien, des faits identiques se sont produits mais sont restés impunis. Selon le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, la démarche du Parlement français doit inspirer les députés du Sénégal et de l'avis de l'ancien commissaire de police Boubacar Sadio. Le lieu doit poser le débat sur les violences faites par les forces de sécurité. Al-Hassan Ba. Je vois un certain nombre de choses. Cette image a fait le tour du monde, comme celle où Alexandre Benalla frappait des manifestants. Des incidents condamnés fermement et qui ont conduit à l'ouverture d'enquêtes judiciaires, parlementaires et administratives. Le ministre français de l'Intérieur s'explique devant la commission des lois de l'Assemblée nationale française, un fait qui devrait inspirer nos parlementaires et autorités de l'avis de Seydi Gassama. Le Parlement français est en train exactement de faire ce qu'on attend d'un Parlement national dans un État démocratique, dans un État de droit. C'est-à-dire interpeller le ministre de l'Intérieur, qui est responsable de la police. Des incidents qui rappellent des faits identiques ici au Sénégal, mais différents en nature et en degré, selon l'ancien commissaire de police, Boubacar Sadio. Seulement, ils ont en commun de poser les violences issues des membres des forces de sécurité ou d'éléments supposés y appartenir. En France, les autorités sont très exigeantes en matière de violences exercées sur les citoyens. Pour Seydi Gassama,
Ces faits ne doivent pas rester impunis. Il n'y a pas un seul mois au Sénégal où un citoyen ne meurt pas entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Il n'y a pas un seul mois. Et tous ces cas de meurtre contre les citoyens bénéficient d'une impunité totale. Ces cas de meurtre sont récurrents. Rappelez-vous la gifle contre ce jeune à Ziguinchor. Les forces de sécurité doivent toujours veiller, quelle que soit la nature de leurs interventions, au respect de la dignité humaine. L'affaire remonte au 1er mai passé. Alexandre Benalla, ex-collaborateur du président français, a été d'abord mis en pied, son salaire suspendu et une procédure de licenciement engagée par Macron. Un exemple selon Seydi Gassama, qui estime que les autorités doivent savoir respecter la personne humaine et non protéger des fautifs. Alassane Ba, merci. Parlons à présent santé avec cette nouvelle qui rassure. Le paludisme a nettement reculé au Sénégal, une situation rendue possible grâce aux efforts de prévention. C'est du moins l'avis du coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme, Dr Doudou Sène, affirme toutefois qu'il existe quelques poches de résistance dans certaines régions du pays. Il annonce par ailleurs la distribution de près de 9 millions de moustiquaires imprégnés pour l'année 2019. Salif Sow, Asmalik Diop pour les détails. Kolda, Tambacounda, Diourbel et Kédougou sont les poches de résistance. Le paludisme recule dans ces 5 régions certes, mais à petits pas. Pratiquement 80% des cas que nous recensons actuellement dans ce pays se retrouvent au niveau de ces zones. Quand tu vas dans la zone nord, quand tu prends 1000 habitants, c'est moins de 5 personnes qui ont de paludisme par an. Donc pour vous dire que nous avons quand même des avancées très significatives grâce à l'ensemble des stratégies que le ministère de la Santé a eu à mettre en œuvre avec l'appui de l'État et de ses partenaires. Pour vous dire que ce n'est pas à nous seuls de pouvoir combattre le paludisme, c'est tout un ensemble. Pour faire reculer la maladie, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, mise sur les moustiquaires imprégnés. Chaque famille doit en avoir et durant toute l'année recommande les autorités sanitaires. Les écoles coraniques ne seront pas en reste. Les pensionnaires de l'école Serigne Massamba Mbacké de Mbao, une zone inondable, ont reçu leur part de moustiquaires imprégnés. Un grand satisfait, un sentiment de satisfaction. Le nombre de moustiquaires qui a été reçu ce matin, c'est 300 moustiquaires, 150 t-shirts et 100 sacoches pour les enfants et les populations riveraines. Pour éradiquer le paludisme, le Sénégal s'est fixé un objectif. 0 cas de paludisme à l'horizon 2030. L'année prochaine, 9 millions de moustiquaires imprégnés vont être distribués. La page des sports à présent, les rideaux sont tombés sur les championnats nationaux d'athlétisme junior-senior édition 2018. Les athlètes contents d'avoir participé, mais le manque de moyens a plombé leur performance. Conséquence, peu d'espoir de médailles au championnat d'Afrique de Abassa au Nigeria. Ce sera dans 15 jours. Les réactions du champion du 800 à 1500 mètres plutôt, homme, ainsi que son dauphin. C'est avec Abdoulaye Der. Du Sénégal, 1500 mètres. Alors dites-nous, comment s'est passé ces championnats pour vous? Vous êtes contente? La course que vous avez gagnée, comment ça s'est passé? Oui, je suis très content de gagner cette course, vraiment très content. C'était difficile? Oui, c'était difficile. Vous savez, championnat national, ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile, mais je suis très content, ça avait sorti facilement. 1500 et 800 et 5000. Mais c'était difficile, mais on a géré toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans la piste, mais c'est bien passé. Elle nous aide encore dans les conditions que nous rencontrons toujours dans les terrains, comme dans les compétitions ou bien dans des entraînements où on n'a pas des chaussures de pointe et des training, tout ça et des équipements. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays
grandes et qui veulent développer l'athlétisme. Nous aussi, on veut d'aller au haut niveau comme les championnats d'Afrique, les championnats du monde, parce que le Sénégal, c'est un pays... Et voilà, de l'athlétisme, nous passons au basket. C'est pour évoquer ensemble les éliminatoires Coupe du Monde 2019. Les Lions du Sénégal joueront à Lagos, au Nigeria, du 14 au 16 septembre prochain. Dernier tour donc qualificatif. Les coéquipiers de Malendo vont défier le groupe F, le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine et le Rwanda au National Stadium de football à présent. L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans est tête de série à la CAN 2019. Finaliste malheureuse de la précédente CAN de la catégorie, battue par la Zambie. La sélection sénégalaise bénéficie de l'élimination des Zambiens pour être tête de série. La CAN 2019 est prévue du 24 février au 10 mars prochain. Ce sera au Niger. Et pour clôturer cette édition, une nouvelle rubrique désormais dans votre journal de 20 h. C'est l'image du jour. Pour clôturer donc l'édition en beauté ou alors avec beaucoup d'émotion, mais toujours avec cette même envie et cette même rigueur de vous informer. Ce soir, focus donc sur ces longues files d'attente des étudiants sénégalais pour percevoir leur bourse. Et voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée, ravie de vous retrouver donc à la présentation de cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM, excellente soirée.